Bonjour Thierry Breton. Bonjour David Miquet. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien commissaire européen chargé, entre autres, je ne vais pas défiler tout le portefeuille que vous aviez à Bruxelles, entre autres de la défense du marché intérieur et de l'espace, pour ne citer donc que ces grands dossiers. Thierry Breton, il y a aujourd'hui un sommet européen qui va tenter d'adopter une politique commune pour réarmer l'Europe. J'aimerais que vous m'expliquiez comment Madame von der Leyen va transformer 150 milliards de prêts garantis en politique industrielle au service du réarmement. Ça intéresse nos auditeurs parce que ils entendent aux informations des milliards et des milliards et des milliards, mais il y a les usines, la production, la coordination. J'utilise un mot anglais, désolé, mais le management de projet de tout cela pour être prêt en 2030, comment ça marche ? Oui, et puis surtout, pourquoi faire ? Parce qu'au fond, c'est ça la vraie question. La vraie question, c'est que nous sommes désormais, je crois que tout le monde en est conscient, nous sommes face à une situation où l'Europe n'a pas d'autre choix que d'augmenter ses moyens de se défendre par elle-même et ne plus, je dirais, intermédier sa défense à autrui. Suivez mon regard, bien entendu. Je pense aux États-Unis d'Amérique, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, ça n'est hélas, et je suis le premier à le regretter, ça n'est hélas plus un partenaire fiable. Donc, l'Europe doit augmenter sa capacité de se défendre. Alors, la Commission a pris un certain nombre d'initiatives qui sont bien, qui sont bonnes. C'est un début. D'abord, évidemment, il va falloir investir. Et vous savez qu'on est contraint dans nos investissements par les règles du pacte de stabilité et de croissance, qui fait qu'on peut pas dépenser plus de 3%, avoir plus de 3% de déficit. Il faut maintenir sa dette. Enfin, la France l'a un tout petit peu oublié, pour reprendre des discussions qu'on a eues assez souvent. Là, c'est de l'amnésie totale. Bon, en tout état de cause, désormais, donc, on va lever cette clause restrictive des 3% à partir du moment où vous investissez un peu plus en défense, jusqu'à 1,5%. Les chiffres semblent faibles. 1,5%, c'est petit. En fait, pour la France, ça ferait plus de 50 milliards. Hein. Donc on est quand même sur des montants très considérables. Donc ce premier verrou, il est levé. Mais c'est les États membres qui vont payer, c'est personne d'autre. Et voyez-vous, ce qui est très important, c'est que on puisse faire tout ce qu'il y a à faire ensemble. Et pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut pas faire tout seul. Par exemple, on avait identifié dans ce qu'on appelait la boussole stratégique, c'est un travail qui avait été fait au cours des 3 dernières années, avec tous les ministres de la Défense, sur les espaces, on appelait ça des espaces contestés, les espaces dans lesquels un seul pays ne peut pas protéger tout le monde. Alors c'est évidemment l'espace aérien, c'est évidemment l'espace cyber, où on a tellement d'attaques, en particulier russes, tous les jours, c'est l'espace maritime, et c'est enfin le spatial. Et ben, dans ces 4 espaces, il faut travailler ensemble. Et donc là, on a chiffré. Vous voyez, donc il y a des projets. Donc maintenant, il faut les financer. Il n'y a pas un seul pays qui peut le faire. C'est pour ça qu'il faut se mettre ensemble. Par exemple, pour l'espace aérien, il faut un eurodome, c'est-à-dire un bouclier antimissile et anti-aérien intégré multicouche qui nous protège tous. On peut pas se dire, je vais juste protéger ma petite vue du ciel, vue de France, ou vue de Corse, ou vue de Malte. Un bouclier à l'israélienne certainement géant. pas. Certainement pas à l'israélienne, parce que précisément, là, enfin, la Commission dit, et on s'est vraiment beaucoup battu pour ça, qu'il va falloir quand même acheter principalement européen. Et on a aujourd'hui des solutions, en particulier franco-italiennes, pour le faire. Donc ça, c'est la première couverture. Vous voyez, là-dessus, il y en a pratiquement pour 60 à 70 milliards d'euros. Il n'y a pas un seul pays qui peut le faire. Il faut se mettre ensemble. Et ensuite, pour le maritime. Le maritime, on sait bien qu'on est attaqué tous les jours, David Abiker. En particulier on sait très bien, il faut pas s'en cacher, notamment par des Russes, des bateaux espions qui vont espionner nos câbles sous-marins, qui vont certaines fois, vous le savez aussi, les sectionner. Là, il nous faut donc un programme de drones sous-marins, mais aussi de surface. Il y en a pour 10 milliards. Ensuite, la cybersécurité. Thierry Breton fait la liste des commissions de la Commission. Je crois que c'est important parce que c'est important que nos auditeurs puissent entendre ce que c'est. Derrière, il y a du concret. Et un bouclier cyber, il faut avoir une espèce de bulle qui nous protège, détecte les premières attaques, et on en a encore une fois tous les jours sur nos hôpitaux, sur nos administrations qui viennent de Russie. Donc là, il y en a pour 5 milliards. C'est des supercalculateurs qui vont regarder avec l'intelligence artificielle, identifier ce qui se passe. Et puis enfin, pour l'espace, il se passe beaucoup de choses dans l'espace aujourd'hui. On le sait. Et donc, la protection du spatial européen, c'est très important. Il faut pouvoir protéger nos avoirs, tous nos satellites en orbite, parce qu'il y a bien souvent, on voit des satellites qui se rapprochent et qui sont pas totalement fréquentables, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut utiliser les capacités spatiales pour détecter les menaces balistiques aussi. Donc là, il y en a encore pour 5 milliards. Donc vous voyez, on a un peu identifié tout ça. Et puis ensuite, il y a évidemment tout ce qu'il faut faire ensemble, des missiles hypersoniques, des drones d'attaque, de l'artillerie. Et ça, il faut le faire.
européanisant nos efforts. J'ai 2 questions à ce sujet. Vous nous parlez du pourquoi et vous l'avez très bien défendu et expliqué. Moi, le comment m'intéresse parce que vous savez très bien, on l'a vu sur Airbus, sur Ariane, que pour bâtir des géants européens, c'est quand même une bonne usine à gaz. Il y a des questions de personnes, il y a des questions d'hommes. Les États tirent la couverture à eux. Ils ont des intérêts. Certains États ont intérêt à acheter aux États-Unis. Il y en a qui disent, moi j'ai des matériels comme ça, pourquoi je changerais, ça va me coûter encore plus cher. Donc il y a la question du comment on réalise ces conglomérats industriels et ces échanges de technologies intra-européens. Et là, il va falloir, là encore, une incitation à faire. Bien, il faut 2 choses. Il faut d'abord du leadership, parce qu'il faut évidemment entraîner toutes ces entreprises, ces industries, les États aussi à travailler ensemble. Et puis il faut les moyens. Et vous posez la bonne question. Et là, on est quand même instruit de l'expérience également. Souvenez-vous, il y a quelques 2 ans, on nous a demandé d'augmenter très sensiblement, c'est ce qu'on m'a demandé, moi j'étais à l'époque en capacité, évidemment c'était ma responsabilité, la capacité de production des fameux obus de 155, c'est des gros obus, pour notamment les livrer à l'Ukraine. On fabriquait à l'époque 300 000 obus par an, c'était la capacité en Europe. Eh bien, en l'espace de moins de 2 ans, on est monté progressivement maintenant jusqu'à 2 millions, c'est-à-dire qu'on est en train d'atteindre la capacité de production russe. Et comment on a fait ? Eh ben on s'est doté d'abord d'un moyen financier au niveau de la Commission, et on a dit une chose très simple. Alors c'est pas très finot, mais ça marche. On a dit aux entreprises, écoutez, vous venez à 4 pays. Vous avez un projet pour augmenter très sensiblement vos capacités de production d'obus. Alors ça va être la poudre, ça va être le TNT, ça va être évidemment les enveloppes, ça va être tout ce qui est nécessaire à faire ces obus, qui hélas sont aujourd'hui indispensables pour protéger l'Ukraine contre l'agression de Vladimir Poutine. Et si vous venez, on vous finance 15%. On vous donne 15%, on vous donne pour augmenter et vous forcer à travailler ensemble. Ce que fait l'État avec les collectivités territoriales. Vous savez quoi, David Abiker ? Oui. Ça marche. Ça marche. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a appris comme leçon ? Maintenant, pour tous les projets que je viens de vous décrire à l'instant, si jamais on laisse les États vouloir le faire eux-mêmes, ça marchera pas. Donc c'est pour ça que je plaide pour qu'en complément, et j'espère qu'on va le discuter aussi à Bruxelles aujourd'hui, il y a aussi une enveloppe commune, un fonds commun où l'Europe va investir ensemble et donc s'endetter ensemble, comme on l'a fait, vous vous souvenez, à l'occasion du Covid, pour pouvoir avoir cette enveloppe qui va nous permettre de mutualiser et d'inciter tout le monde à travailler ensemble. Alors justement, ma deuxième question concerne, en Europe, on est nombreux. Qui va tirer dans le bon sens ? On sait que la France et la Grande-Bretagne sont en pointe. L'Allemagne aussi a compris qu'il fallait se réarmer. Mais quels sont les États qui vont quand même être attirés par les États-Unis ou par une politique alternative ? Alors, qui va jouer dans le mauvais sens ? D'abord, qui ne doit pas le faire. Alors, ce qui ne doit pas le faire, c'est la Commission européenne. La Commission européenne, elle est là pour faciliter. Mais la défense, et je le répète à votre micro ce matin, la défense appartient exclusivement aux compétences des États. Et ça restera comme ça. Alors en revanche, les États se mettent ensemble pour travailler différemment. Donc on le voit bien du reste aujourd'hui. Il y a aujourd'hui cette espèce de coalition des volontaires, comme on l'appelle désormais, et dans lesquels il y a évidemment les 27 pays européens, mais il y a aussi la Grande-Bretagne, mais il y a aussi la Norvège. On voit désormais le Canada venir se joindre à nous. On voit même l'Australie venir. Donc vous voyez, il faut donc travailler désormais dans un cadre plus élargi. Il y a des États qui peuvent bloquer ou des États qui jouent un autre jeu. Si on travaille dans un cadre plus élargi, et c'est pour ça que je plaide, moi, beaucoup pour le faire dans ce cadre plus élargi, avec évidemment tous ceux qui vont pouvoir apporter des éléments pour faciliter. La Commission, on vient de le dire, peut avoir des instruments pour faciliter, mais elle ne peut pas être évidemment le leader sur la défense parce que les États ne le laisseront pas faire. On a un pilier, on a une structure qui fonctionne déjà, qui s'appelle l'OTAN. Et donc, je pense qu'il est très important de préserver l'OTAN aujourd'hui, d'augmenter le pilier européen de l'OTAN pour le compenser aujourd'hui avec le pilier américain. On ne sait pas combien de temps les Américains resteront dans l'OTAN. Moi, je pense que si on augmente précisément dans cette espèce de coalition des volontaires, le pilier de l'OTAN, alors les Américains resteront et on aura équilibré nos relations, y compris outre-Atlantique. Thierry Breton, vous parlez des Américains. On sait que la Commission européenne et l'Europe sont l'objet de lobbying en tout genre, de tout pays, de tout secteur. Est-ce que les Américains vont nous laisser faire ? C'est la question. C'est la question, et aujourd'hui, effectivement, il y a d'abord la volonté qui a été maintes fois répétée par Donald Trump, y compris lors de son premier mandat. J'en étais témoin des réunions auxquelles j'ai participé. Il demandait
instamment à ce que les Européens augmentent précisément leur budget de défense, dépassent ces fameux 2% dont on parlait tout à l'heure. Pour acheter américain, c'est le problème. Alors, pour acheter américain, certes, mais aussi pour rééquilibrer les défenses. Aujourd'hui, on le sait, à l'heure où je parle, 63% des dépenses de militaires sont effectuées, les achats sont effectués aux États-Unis. Il faut que ça change. Il y en aura encore, puisque dans les propositions désormais, notamment pour financer tous les projets que j'ai rappelés tout à l'heure à votre micro, on dit que maintenant il faut un minimum de 65% d'achats exclusivement européens. Pour moi, c'est un début. Je pense qu'il va falloir aller plus loin, parce qu'on le voit. C'est effectivement important d'utiliser l'argent des Européens pour les industries européennes, mais aussi c'est un élément de souveraineté. On peut pas dépendre après ça de la clé de je ne sais quel instrument, de je ne sais quel avion dont on n'aurait qu'une des deux clés, l'autre restant outre-Atlantique. Ça, c'est plus possible. La mise à jour étant faite par les Américains. Que dites-vous à ceux qui estiment qu'on fait peur aux Français en leur parlant de danger russe et de danger toute la journée et tout le temps? On leur distribue un livret de gestion de crise et d'urgence en cas d'attaque, de catastrophe naturelle, de guerre. Il y a des gens qui disent, mais vous êtes en train de brandir des épouvantails. Oui, on a ces narratifs, parce que maintenant on parle de narratifs, David Abiker, c'est le mot à la mode. Ces narratifs viennent des think tanks, notamment des think tanks d'extrême droite, qui sont notamment nourris en particulier en Hongrie et par influence russe. On les connaît par cœur. Il y en a un certain nombre qui sont très sensibles à ces thèses. On les connaît aussi, ils l'ont toujours été. Je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront. Et donc ils sont là, et donc ils reprennent ces narratifs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y a des sujets. Encore une fois, je veux critiquer personne, mais on dit mais non, mais les chars à la porte de Paris, c'est pas pour demain. Mais enfin, ils vivent dans quel monde, ces gens-là? Ils vivent dans quel monde? La guerre hybride, ils savent ce que c'est que la guerre hybride? Moi, je me suis battu pendant 5 ans contre la guerre hybride. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la cybersécurité. Mais c'est tous les jours, ils vivent dans quel monde, ces gens-là? Ils vivent dans quel monde quand ils voient comment on utilise des migrants, des malheureux, qu'on va pousser aux frontières de la Biélorussie, aux frontières de la Pologne? Mais ils vivent dans quel monde? Mais c'est tous les jours qu'on a des attaques. Et qu'est-ce qui se passe sur nos câbles sous-marins? Mais ils vivent dans quel monde? Donc bien sûr que on est attaqué tous les jours. Et il est temps qu'on ouvre les yeux. Et on va continuer comme ça à dire, voilà, il se passe rien? Non. Il faut maintenant qu'on prenne notre destin en main. Et j'espère que tous ceux qui tiennent ces discours, vous savez, on le voit, les Français à 70%, ils sont en faveur précisément d'augmenter maintenant nos capacités de se défendre. Donc, s'ils veulent avoir un avenir politique, il faudra peut-être qu'ils changent de narratif. Une dernière question qui n'a rien à voir, Thierry Breton, mais qui concerne l'Europe. La Finlande, que vous connaissez bien, vous avez été commissaire européen, la Finlande est le pays le plus heureux d'Europe. Savez-vous pourquoi? Écoutez, je ne sais pas. Mais je vais vous poser une question à la fin. Savez-vous quel est le pays qui a la plus grande armée européenne, la plus grande armée? C'est la Finlande. La plus grande armée de réservistes en Finlande, c'est 800 000 personnes, hommes et femmes, qui savent se battre, qui font de la réserve tous les ans. Ils sont 800 000 sur un pays de 5,6 millions d'habitants. Peut-être que c'est aussi parce qu'ils savent qu'ils ont pris leur destin en main. Thierry Breton, ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie. Merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique. À bientôt. Dans un instant, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du jeudi, Franz-Olivier Gisbert.